Bonsoir à tous. Merci d'être ce soir présents au Chac, que nous remercions vivement pour leur accueil, pour cette soirée organisée à la fois par les éditions Robert Laffont et l'édition Point, qui sont les heureux éditeurs des romans de Romain Slocombe. Je suis Jean-Christophe Buisson, je suis directeur adjoint du Figaro Magazine. Je m'occupe notamment des pages culture, notamment des pages histoire et littérature, et ça tombe bien parce que je pense qu'on est au carrefour de ces deux disciplines avec Romain Slocombe. Il y a quelques mois a paru un livre qui s'appelle La fabrique du chef-d'œuvre, dont le principe, c'est un livre collectif. On a demandé à des historiens, des journalistes, des philosophes de raconter comment s'était fabriqué le Rouge et le Noir, la Peste de Camus, la comédie humaine, etc. Et je pense que ce qu'on va faire ce soir, c'est un petit peu ça. Alors, je ne veux pas gêner Romain, donc le mot chef-d'œuvre, généralement, on l'emploie une fois que le temps a passé, qu'on est sûr que c'est devenu un chef-d'œuvre, donc généralement plutôt un siècle plus tard. Mais si on ne peut pas forcément parler de chef-d'œuvre, parce que c'est un petit peu audacieux, en tout cas, on peut parler d'une grande œuvre et d'un grand œuvre, puisque ce qu'a fait Romain depuis une dizaine d'années, c'est... Alors, on n'est pas dans les 21 tomes qu'est-ce que je dis 21 ? Oui, les 21 tomes des Rougon-Macquart ou les 91 tomes de la comédie humaine, mais quand même, on est à 6 tomes qui font entre 500 et 600 pages, si je ne m'abuse. Ce qui fait quand même une œuvre conséquente et qui est une œuvre d'autant plus extraordinaire que Romain Slocombe, a priori, c'est par là que je voudrais commencer, n'était pas forcément destiné à évoquer cette période. Et Romain a été photographe, a été graphiste, a écrit des polars dans la prestigieuse série Noire ou la collection Noire de Fayard, des polars qui parlaient du Japon notamment, qui évoquaient le Japon. Et puis d'un coup, un jour, en 2011, Romain Slocombe a écrit Monsieur le Commandant, qui est un roman qui se passe pendant l'occupation. Et ce sera ma première question, parce que je pense qu'on peut dire que ce roman est la matrice de ce que sera la saga Sadorsky dont on va parler bientôt. Pourquoi d'un seul coup vous êtes-vous intéressé à cette période de l'occupation ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce que c'est une découverte personnelle ? Est-ce que c'est quelque chose que vous caressiez depuis des années sans jamais oser vous en occuper ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous intéressiez à cette période ? Et puis on en parlera un petit peu, parce qu'à la fin du livre, justement, apparaît un personnage qui va devenir le héros de cette saga. Oui, merci d'être venu. Je reconnais en plus pas mal de visages amis. Merci d'avoir fait le déplacement. Surtout que le lieu est très beau, mais en plus à l'entrée il y a marqué conférence par Romain Slocombe. Alors c'est un peu comme dans Tintin ou Gaston Leroux, ces conférences où il y a... Bon, enfin, j'ai pas trop le style du conférencier ordinaire, mais on va faire un effort. Pour répondre à votre question, c'est vrai que mes premiers travaux n'avaient rien à voir avec cette période de l'occupation. Il fallait effectivement un déclic. Il y en a eu plusieurs, mais avant ça, c'est quelque chose dans quoi j'ai baigné quand j'étais gamin. Parce que mes parents et mes grands-parents parlaient tout le temps de la guerre, mais pas comme de quelque chose de triste, il n'y avait pas de deuil dans la famille. Au contraire, ils avaient une chance absolument incroyable tous. Enfin, on a l'impression que chacun avait un ange gardien au-dessus de lui qui le protégeait. Ma mère, par exemple, qui avait, donc en 40, elle avait 26 ans. Elle veut rejoindre mon père, son fiancé, qui est démobilisé en zone libre, près de Limoges. Et elle est chez ses futurs beaux-parents, au Sables-d'Olonne, et en zone occupée, puisque toute la côte ouest était occupée. Même zone interdite pour les gens qui... Enfin bref, c'est à cause le mur de la Tantelique et tout ça. Et donc, elle prend le train pour Limoges, sans Ausweis. Et quand le train s'arrête à la ligne de démarcation en gare de Moulins, elle ne sait pas quoi faire. Un jeune officier allemand entre dans le compartiment et il dit « Ausweis bitte ». Et il commence par la jolie fille du compartiment qui était ma mère. Et je ne sais pas si elle avait prévu de faire quoi que ce soit, mais en tout cas, elle y a été au culot. Elle a sorti son passeport britannique et elle le lui a tendu.
Donc le jeune officier a eu un mouvement de surprise, de recul, et c'était en plein été 1940, il faisait très chaud dans le compartiment, et les fenêtres étaient ouvertes, il va s'accouder à la fenêtre, et pendant quelques minutes, sans rien dire, il regarde le paysage de la gare, il revient vers elle, il lui rend ses papiers sans un mot, il contrôle les autres assez vachement d'ailleurs, il s'en va. Et elle ne savait pas s'il avait été chercher la police française. Et je me suis renseigné plus tard, normalement on finissait la journée à la prison de Moulins quand on avait essayé de passer sans Ausweis. Et le train s'ébranle, repart, pour direction Clermont-Ferrand, et il l'avait laissé passer. Mon grand-père, qui était anglais, Georges Slocombe, et j'utilise son nom de famille un peu comme pseudonyme, aussi un peu comme hommage, parce que c'est pas mon vrai nom. Slocombe, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Lui, c'était un journaliste antifasciste en poste en France, donc un homme de gauche à l'époque, et donc évidemment il quitte précipitamment la France. Ils réussissent à partir, ils étaient déjà dans la zone ouest, donc ils n'ont pas eu tous les grands embouteillages de la débâcle. Ils prennent un des derniers bateaux qui partait, j'ai jamais su si c'était de La Rochelle ou de Bordeaux. Il va à Londres, il a une émission de politique à la BBC, et tous les soirs, me racontait ma grand-mère, comme son émission était très tard, il traversait un des grands parcs de Londres sous le Blitz. Il aimait bien ça, avec les éclairs dans le ciel, la DCA, tout ça. Et il passait toujours indemne, et un jour il rentre chez lui, au moment où il traverse, en plein bombardement, il ouvre la porte, ma grand-mère dit « c'est toi chérie », et une bombe traverse tout l'immeuble de haut en bas verticalement, emmenant la moitié de leur appartement, mais ce n'est pas les pièces où ils se tenaient à ce moment-là. Par contre, ils ont dû attendre un certain temps l'échelle des pompiers parce que tout l'immeuble était en flammes, etc. Et je me souviens, c'est un truc qu'on raconte aussi, un gag dans la famille. Ma grand-mère, dans la fumée, à plat ventre sur le plancher, faisait des grands gestes vers les pompiers, au secours, par ici. Et lui, très british, il a dit « Chut, Mary ». On la baraka dans la famille, quoi. Voilà. Donc c'était que des histoires comme ça. Mon père, donc mes parents réussissent à prendre un bateau pour l'Amérique, mais tout simplement comme ça. Ils sont à Marseille à l'hiver de 41, en janvier, février. Ils vont à une agence de voyage. Ils demandent s'il y a un bateau pour l'Amérique. On leur dit non, mais il y a ce bateau là qui ramène des démobilisés antillais vers les Antilles, donc vous pouvez prendre une cabine dessus si vous pouvez la payer. Donc évidemment, ils prennent une cabine. Ils passent par Casablanca. J'ai retrouvé une lettre de Casablanca à la famille, etc. Ils sont sur la chaise longue sur le pont. C'est comme dans Tintin, la cheminée siffle, un jet de vapeur et tout. Ils vont traverser. Alors il y a des grandes croix rouges peintes sur le bateau parce qu'il y a quand même le risque des sous-marins ou des bombardiers, etc. Mais non, ils arrivent comme des fleurs aux Antilles. Là, ils réussissent. Donc après, ils vont à Caraïbes et ils réussissent à se faire envoyer de l'argent par des amis à New York pour faire le petit saut de puce pour aller à New York. Mon père travaille comme dessinateur dans un cabinet d'architectes, et puis avec un copain, il décide finalement qu'il faut faire quelque chose, et il s'engage dans l'armée américaine, et ils sont envoyés en Europe peu après le débarquement. Et donc ils traversent l'Allemagne, etc. Donc comme tous les soldats, évidemment, il faisait des rapines. Enfin bon, donc j'ai plein de bouquins en lettres gothiques que mon père chouravait dans les bibliothèques allemandes au passage. Et même un drapeau nazi, souvenir. Ma mère était furieuse quand dans la malle arrivant elle ouvre, elle voit un drapeau nazi. Et je sais plus tard pourquoi elle était encore plus furieuse. Et mon grand-père en avait récupéré un aussi parce qu'il était prisonnier en Autriche, et ma grand-mère en avait fait des culottes. Ah bon, d'accord. De couleur rouge, blanche, noire. Exactement. Et donc ils s'engagent et ils arrivent près de Prague. Et là, il y avait une division SS qui était cantonnée dans la banlieue de Prague et qui se préparait à livrer leur dernier combat contre les Russes qui arrivaient de l'Est. Et de l'Ouest arrivaient les Américains. Et mon père qui était architecte, ça le chagrinait beaucoup l'idée qu'il y aurait des combats terribles dans Prague et que tous les trésors architecturaux de Prague allaient partir en fumée. Donc il a été, lui et ses deux copains, ils ont été voir le colonel américain qui était leur chef direct, parce qu'il était une unité de renseignement, il partait un peu en avant-garde et tout, comme il parlait plusieurs langues. Et ils ont demandé la permission de partir en avant-garde avec un drapeau blanc et d'essayer de persuader les SS de se rendre aux Américains.
On leur a donné la permission, ils partent avec le drapeau blanc, ils arrivent comme dans un film, hein. Le château, les SS, au premier étage les officiers couturés de cicatrices, etc. Et mon père et ses copains lui expliquent que s'ils les suivent à l'ouest, ils ont des chances de s'en tirer, ils seront simplement faits prisonniers. S'ils restent, ça va être les Russes et ça va être beaucoup moins drôle. Donc, sauf qu'ils ont mis une condition, c'est qu'ils ne seraient pas désarmés parce que rendre ses armes, c'est déshonorant. Donc la Jeep des 3 petits Français est repartie à l'ouest, suivie par une entière division SS armée. Quand ils sont arrivés aux lignes américaines, évidemment, on leur a dit bon, les fusils, les pistolets, ça, vous posez sur le tas là, et ils se sont laissés désarmer facilement. Enfin bref, j'ai baigné dans ce genre d'histoire, mais je pensais que c'était leur vie à eux, et que s'ils avaient envie d'en parler, d'ailleurs mon père a fait une petite tentative d'autobiographie où il parle de ces choses-là aussi. Et puis il y a eu effectivement des déclics. Il y en a eu un, c'est quand j'ai appris que ma grand-mère maternelle, donc celle qui était bombardée à Londres sous le Blitz, qui était russe, donc qui était l'aristocrate russe, enfin c'est comme ça qu'on la voyait, que je la voyais aussi, qu'elle était juive. Personne ne le savait, je ne sais même pas si mon père l'a su. Et plus tard, je trouve des documents de famille, un journal intime de ma grand-mère paternelle, des lettres de mon grand-père. Et là, je vois des traces assez nettes d'antisémitisme. Et ça m'a fait un drôle d'effet parce que c'est des grands-parents que je n'ai pas connus. Et quoique bon, il y a des gens qui chez eux ont des choses encore beaucoup plus terribles dans les écrits de leurs aïeux. Mais enfin bref, ça m'a un peu perturbé. Et c'était l'époque où on me demandait, donc une jeune femme qui s'appelle Claire Debru, qui était éditrice freelance chez Nil, donc faisant partie de Robert Laffont, m'a demandé de faire un texte sous forme de lettres parce qu'elle lançait une collection qui s'appelait Les Affranchis chez Nil, et elle demandait à des auteurs soit très connus, elle a demandé à Annie Ernaux par exemple qui a fait un petit texte qui s'appelle L'autre fille, et elle a demandé à Lynn Dallet, à Anne Goscinny, à Yves Simon, et puis elle a demandé à moi, et j'ai eu l'idée de faire une lettre se passant sous l'occupation parce que j'étais encore sous le choc un petit peu de tous ces papiers de famille que j'avais trouvés. Bon, j'allais pas imiter ce qu'avait écrit ma grand-mère, en plus c'était très très bien écrit ce qu'elle avait écrit, mais j'avais envie de parler de la condition des Français ordinaires en fait sous l'occupation, et sous forme de lettres puisque c'était le truc imposé vu que c'est une collection épistolaire. Et je me suis dit qu'est-ce qui, et ça nous amène un peu aussi à Sadorsky, qu'est-ce qu'on écrit le plus comme lettres sous l'occupation. Alors tout de suite j'ai pensé les lettres anonymes, bon sang mais c'est bien sûr, donc je trouvais que c'était assez marrant de faire un roman qui serait une lettre anonyme. Mais pour que ça fasse un roman, il faut qu'elle soit longue, et seul quelqu'un d'extrêmement bavard, donc peut-être un écrivain, pourrait faire une lettre anonyme qui tiendrait presque 200 pages. Voilà. Et ce livre a très, très bien marché. Et effectivement, comme il était même, il faut le rappeler, sur la liste du Goncourt. Ouais, j'étais sur la première sélection. Enfin, j'ai été éjecté tout de suite après, comme ça arrive souvent, mais l'important c'est de participer. Oui. Voilà. En tout cas, moi, et à la fin de ce livre, Monsieur le Commandant, surgit un personnage qui est Sadorsky. Voilà. Alors j'avais besoin que mon personnage des flics le fasse chanter. Donc j'avais cherché un peu sur Internet, je crois que j'avais tapé gare, juif, arrestation, parce que j'essayais de trouver qui étaient les policiers qui pouvaient être justement des policiers ripoux ou qui traquaient les juifs, etc. Et je suis tombé assez rapidement sur l'existence de ce nommé Sadorsky, surnommé le mangeur de juifs. Il n'y avait même pas son prénom. Et d'ailleurs, au tout début, quand je commençais à travailler sur ce livre, je n'avais pas encore beaucoup de choses sur Sadorsky, et je ne savais pas du tout qu'il avait laissé beaucoup de traces. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé des choses. Il y a des historiens qui avaient parlé de lui. Il a laissé un rapport très très long sur sa détention à Berlin, et ça m'a tout de suite donné l'envie, en fait. Je regrettais presque d'en avoir fait un personnage secondaire dans Monsieur le Commandant, et donc je l'avais toujours dans un coin de ma tête, Sadorsky. Et à quel moment justement vous vous dites mais ça peut devenir le pivot d'un autre roman, et est-ce que c'est tout de suite que vous dites non seulement d'un roman mais
d'une histoire. On pense évidemment à la grande histoire des Français sous l'occupation de Henri Amouroux, parce qu'il y a un petit côté comme ça, avec, je crois que c'était le 2e ou le 3e tome qui s'appelait Les beaux jours des collabos. Et c'est vrai moi, en commençant à le lire, je me disais, tiens, c'est une projection romanesque, mais avec un fond documentaire historique tout à fait incroyable. Mais tout de suite, vous dites que ça mérite plus qu'un personnage secondaire à la fin de Monsieur le Commandant, mais non seulement un roman, mais peut-être une série où l'idée de la série vient au fur et à mesure à la fin du premier. Alors, l'idée que j'avais, c'est par rapport à Simenon et à Maigret. Parce que j'ai lu beaucoup de Maigret, il y en a qui sont très très bons, mais aucun. Simenon a parlé de la guerre, hein, il est dans ses romans durs, il en a parlé notamment dans Le Train ou dans le Clan des Ostendais, mais c'était toujours d'après son expérience personnelle, en fait. C'est-à-dire que Simenon s'était occupé en tant que Belge et résident près de La Rochelle, il avait été chargé de s'occuper des réfugiés belges à l'époque de l'exode de 39-40, et donc ça lui a inspiré deux romans. Mais pour ce qui concerne Maigret, je pense que tout simplement que Simenon n'avait pas tellement d'expérience de la police française et par rapport à l'occupation. Et d'autre part, peut-être qu'il pensait que c'était des univers à part, en fait, que Maigret c'était Maigret et la guerre et l'occupation c'était autre chose. Mais moi je regrettais parce que j'aurais adoré lire des Maigret se passant sous l'occupation. Parce que même si, pas Maigret peut-être traqueur de juifs, mais Maigret en tant que commissaire à la PJ, forcément, il y a des faits divers criminels qui ont un lien avec le fait qu'il y a l'occupation. Quand on regarde les archives de la préfecture de police où je vais souvent, c'est une mine de romans parce qu'il y a tellement de faits divers qui sont liés au marché noir, au trafic, à la politique, etc. Mais Simenon, ne l'ayant pas fait, je gardais l'idée je me dis qu'un flic, quand même, un commissaire ou un inspecteur sous l'occupation, ce serait... Mais pétainiste, tout de suite, j'avais l'idée parce que, évidemment, il y a des romans qui sont des polars qui se passent sous l'occupation, mais le héros, d'habitude, est soit un flic résistant, soit un détective privé. Dans les deux cas, ce sont des gens avec lesquels le lecteur a une empathie naturelle parce qu'ils pensent pareil. Ce sont des gens qui n'aiment pas les nazis, etc. Moi, je voulais faire un flic représentatif parce qu'un flic résistant, il y en a eu bien sûr, mais la plupart, ceux qui ont été résistants au début, ils ont été assez rapidement identifiés, déportés, fusillés, enfin bref. Et puis après, il y en a eu énormément à partir du 19 août 1944. Là, ils étaient tous résistants. Mais pour moi, pensant faire un flic sous l'occupation, il fallait qu'il soit représentatif de cette profession. Et forcément, la plupart des flics à l'époque, ils adoptaient un profil bas, ils étaient terrorisés devant les Allemands. Les gardiens de la paix avaient ordre de saluer militairement tout Allemand qui passait devant eux. Donc j'avais cette idée, mais c'était juste une idée. Moi j'en ai plein des petites idées comme ça, on ne sait pas si ça va donner quoi que ce soit. Et puis quelques années après la parution de Monsieur le Commandant, j'avais fait entre-temps un livre sur l'espionnage soviétique chez Robert Laffont, parce que c'est devenu ma maison d'édition. Et la nouvelle directrice de cette maison à l'époque, qui n'est plus directrice maintenant, mais m'invite à déjeuner et veut me présenter quelqu'un. Elle me présente Glenn Tavenek, qui est qui dirige la collection, la Bête Noire, et qui en fait s'occupe de tout le pôle littérature jeunesse, polar, science-fiction, tout ce qui est un peu littérature de genre. Mais à l'époque, en fait, quand ils m'ont invité, elle me l'a présenté comme le directeur du secteur jeunesse. Et là, je me suis dit, ça y est, ils n'ont pas réussi à bien vendre mon bouquin précédent, donc ils vont m'aiguiller dans les bouquins pour enfants. J'en avais déjà fait d'ailleurs, c'est pas du tout une tare, mais c'est pas tout ça que j'avais envie de faire. Donc non, c'était pas pour ça, c'est parce que Glenn lançait cette collection chez Robert Laffont qui s'appelle la Bête Noire, et donc qui est une collection de gros livres durs, noirs, un peu comme son nom l'indique. Et alors là, c'est assez drôle parce que la directrice de Laffont me dit nous avons analysé les raisons du succès de Monsieur le Commandant, un peu comme les gens à Hollywood, il y a un truc qui a bien marché, donc ils essayent de le refaire. Et notre conclusion est que la cause de ce succès est que le héros est un immonde salaud. Vous n'en auriez pas un autre par hasard? Et je ne savais pas du tout qu'elle allait me dire ça, mais ça tombait vraiment bien parce que tout de suite, j'ai dit oui, j'en ai un autre justement. Donc je leur ai expliqué
Et je crois qu'à la fin du déjeuner, on parlait déjà justement au rythme de parution, combien de tomes, combien d'avaloirs, etc. L'idée, c'était un héros récurrent. Oui, voilà. Mais on ne pensait pas du tout. Oui, mais on ne pensait pas que ça allait marcher suffisamment pour qu'on puisse en faire plus de 3. On voyait 2 et probablement 3. On voyait une trilogie. C'est vrai qu'on pensait un petit peu aussi à certaines trilogies qui ont bien marché, comme la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Donc on voulait faire, en fait, non pas faire le Philippe Kerr français, parce que le personnage de Philippe Kerr, Bernie Gunther, n'est pas un immonde salaud, c'est un personnage assez ambigu, mais bon, c'est aussi quelque part un Philippe Marlowe égaré chez les nazis. Moi, je voulais vraiment des romans sans tabou, avec un personnage qui soit vraiment un salaud, mais évidemment que le lecteur soit tout le temps derrière ce salaud. Et d'ailleurs, si vous avez lu certains tomes de Sadorsky, vous verrez qu'en fait, il n'y a jamais un chapitre où il n'est pas là. Souvent, par exemple, dans les polars, on commence par la scène de crime, je sais pas, une jeune femme dans la nuit, etc., ou quelqu'un qui est tué, et le héros, le policier, n'intervient en fait qu'au deuxième épisode, quand on lui téléphone pour dire qu'il y a une enquête. Sadorsky est toujours là. Et c'est comme un peu chez Simenon, c'est-à-dire qu'on est très souvent dans sa tête, et au niveau de ce qui est montré visuellement, c'est un peu comme si la caméra était accrochée sur son épaule, et puis quelquefois elle fait des espèces de zoom arrière, où elle monte des mouvements de grue, on voit un petit peu plus large, comme quand ça le nécessite, quand il y a la libération de Paris, par exemple, qui est un peu plus épique. Mais dans l'ensemble, je voulais qu'on soit tout le temps avec ce salaud de Sadorsky. Et alors, le Louis Sadorsky qui l'a inspiré, où est-ce que vous avez trouvé de la documentation? Comment vous avez travaillé? Vous avez vraiment creusé? Parce vous l'avez dit, il a laissé beaucoup de traces. Où est-ce que vous avez retrouvé justement les traces? Je pense qu'on voit de temps en temps passer des extraits manuscrits. Sa photo à un moment donné. Ouais. Alors, j'ai été surtout aux archives de la préfecture de police, et j'ai été aux archives nationales parce que je savais que là, aux Archives nationales, était le fameux rapport dont parle un historien, d'ailleurs Laurent Joly, dans un livre qu'il a publié chez CNRS Éditions. Louis Sadorsky a été arrêté par la Gestapo, convoqué puis gardé par les Allemands, par l'antenne de la Gestapo au sein de la préfecture de police. Je voulais montrer d'ailleurs justement comment la présence de la police allemande au sein même d'un bâtiment comme la caserne de la Cité... Et donc on le garde, et il a passé 5 semaines assez désagréables en Allemagne, mais on lui a commandé un rapport à son retour. Alors on ne peut pas dire que ce rapport a été lu par Laval ou quelqu'un d'autre, on n'a aucune preuve de ça, mais toujours est-il qu'il a rendu sa copie, il a fait son rapport qui fait 110 ou 120 pages, manuscrite, hein. Et donc je l'ai consulté aux archives, puis de toute façon il est édité aussi par CNRS Éditions. Et c'est un rapport qui est formidable parce que c'est très très descriptif. Il y a des maladresses d'écriture, mais il raconte vraiment tout ce qu'il voit, les dialogues, etc. Bon, il cache un peu le fait qu'il s'est mis à table immédiatement et qu'il est revenu quand même avec une mission de travailler pour la Gestapo. Ça, il ne pouvait pas le dire. Mais par contre, tout le jeu du chat et de la souris que les types de la Gestapo jouent avec lui, avec son commissaire, son ancien chef qui est arrêté en même temps que lui, le commissaire Christian Louis, que j'ai appelé Louisy dans le premier roman. Donc c'était vraiment un document formidable pour un romancier, au point même qu'il fallait réfléchir beaucoup à comment l'utiliser, parce que je suis un auteur de fiction, et là on avait un document passionnant, mais qui allait forcément, vu que j'allais le respecter quand même en grande partie, prendre une grande partie du livre. Donc il fallait inventer une intrigue qui englobe en fait le moment où il est détenu à Berlin. Alors j'ai été aux archives de la préfecture de police, ça c'est plus agréable parce que c'est plus petit, c'est plus facile, on n'a pas besoin de prévenir, enfin maintenant si, mais on n'avait pas besoin à l'époque de prévenir à l'avance, on débarquait, on choisissait sur l'ordinateur ce qu'on voulait, et une demi-heure plus tard, les employés, l'archiviste vous remontent le truc, vous l'amènent en salle de lecture, et donc évidemment il faut savoir un peu ce qu'on cherche. Mais j'avais des historiens qui m'avaient conseillé, et notamment Jean-Marc Berlière. Et donc, je savais qu'il fallait chercher les archives de l'épuration, par exemple des policiers épurés.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'archives de méchants policiers, en fait, là-bas, parce que les archives de carrière, c'est beaucoup plus succinct. Mais par contre, tous ceux qui sont passés devant la commission d'épuration fin 1944, quelquefois, les dossiers sont extrêmement épais et ils sont passionnants parce qu'ils sont pleins d'affaires, d'interrogatoires du flic, de familles qui viennent se plaindre du comportement des flics quand ils sont venus chez eux arrêter quelqu'un qui n'est peut-être pas revenu de déportation, d'ailleurs. Il y a toutes les histoires de torture aussi, des brigades spéciales. Voilà, donc il y a énormément de choses. Et j'ai même trouvé, d'ailleurs, j'ai eu l'idée à un moment donné sur l'ordinateur, parce qu'il y a diverses séries où on peut chercher des choses. Et j'ai cherché dans la série des étrangers, je ne sais pas pourquoi, j'ai tapé Sadowski et je suis tombé sur un document que, à mon avis, aucun historien n'avait jamais trouvé. Il y avait un troisième dossier Sadowski, en fait. Quelquefois, on trouve des copies carbone de documents qui étaient également dans les autres, mais j'ai trouvé beaucoup de choses et notamment des détails sur un fait divers. Et ça, je raconte dans un des romans. Plus tard, il a un de ses indiques, un juif qui s'appelait Migdal, a été assassiné par des membres du groupe Manouchian dans l'entrée de son appartement pendant que Sadowski était dans une pièce de l'appartement. Et donc j'ai réussi à reconstituer aussi cette histoire. Alors ça c'est un petit peu le premier dans l'affaire Léon Sadowski, qui commence à Berlin avec effectivement cette arrestation et son retour en France. Et un des thèmes de ce premier tome, vous tournez beaucoup autour de la carlingue, la fameuse carlingue. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les grandes lignes de cette structure? Oui, alors tout le monde a entendu parler de la Gestapo française. Alors en fait, il y a eu plusieurs Gestapo françaises, et même une qui était une Gestapo géorgienne. Mais ça recouvre en fait plusieurs groupes, plusieurs bandes, dont la plus connue est celle de la rue Lauriston. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que son chef, Henri Chamberlain, dit Monsieur Henri, dit Lafont, était un personnage très haut en couleur. C'était un truand, c'était plus ou moins une sorte d'orphelin qui avait vécu justement de la vie très très dure dans les orphelinats, etc. Il était devenu truand extrêmement jeune et il fait partie des gens qui ont été recrutés par les Allemands, par l'Abwehr, qui était le renseignement étranger de militaires allemands, qui était à l'époque beaucoup plus important que la Gestapo en France, pour s'occuper de toutes ces histoires de trafic, c'est-à-dire d'achat, de bureaux d'achat. C'est-à-dire qu'il y avait un type qui s'appelait Otto Brandl, qui supervisait avec tout cet argent qui était en fait de l'argent du gouvernement français, parce que les indemnités d'occupation étaient absolument gigantesques. Enfin, donc on avait puni la France en lui demandant une somme absolument incroyable chaque mois. Et cette somme qui était payée en francs, en fait, servait, je pense que l'État de Vichy devait faire fonctionner la planche à billets, mais tous ces francs étaient donnés à ces bureaux d'achat allemands pour qu'ils puissent acheter des matières premières, parce que l'Allemagne manquait un peu de tout par rapport à la France, qui était un pays extrêmement riche avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, plein de gens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Donc, l'explication de toutes les gigantesques fortunes en millions de gens qui faisaient leur beurre sous l'occupation, c'était en fait des commissions prises sur des achats de n'importe quoi, de tissus, de pneus, d'alcool, tout un tas de choses qui prenaient le chemin de l'Allemagne, et tout le monde se sucrait au passage. Et donc Lafont, comme beaucoup d'autres gestapistes français, a démarré dans ce truc-là. Et puis, petit à petit, il a réuni, en fait, il a libéré... Il a eu l'autorisation des Allemands de libérer des truands des prisons françaises. Donc il allait à Fresnes et dans d'autres prisons avec une liste de tous ses anciens copains. Il les faisait libérer et il les enrôlait dans sa bande. Donc dans cet hôtel particulier de la rue Lauriston, il y avait Lafont, il y avait l'inspecteur Bonny qui était aussi très connu, qui était plutôt le comptable en fait dans cette affaire, mais qui était un inspecteur très connu parce qu'il avait travaillé sur l'affaire Stavisky.
Et puis, il y avait tous les truands, donc toute une galerie assez cocasse d'ailleurs, mais terrifiante en même temps, de truands. Donc, il y avait, paraît-il, une baignoire où on torturait. Il y avait aussi un autre lieu, c'est peut-être là aussi qu'on torturait davantage. Donc, à un moment donné, évidemment, je me suis dit que Sadowski pourrait faire un petit passage par la rue Lauriston. Et c'est vrai que Henri Lafont, je me suis amusé à le décrire parce que c'est un type qui était très grand, découplé, dégingandé, et qui avait très curieusement une voix une voix très très flûtée qui était en contraste avec l'aspect quand même assez inquiétant du personnage. Et c'est un type qui vivait sur un très 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 grand train, qui adorait faire des faveurs aux Allemands, il en avait en retour, etc. Et quand il a été finalement arrêté, trahi par Janovici, avant de mourir, au procès, il a dit j'ai vécu 9 vies, pour moi c'est pas grave d'en perdre une. Donc il a toujours eu un côté à grand seigneur. Parce qu'on voit bien dans ce livre justement que la frontière est très étroite entre la voyouterie française, même des années 30, ce que vous dites très bien, ils ont libéré tous les voyous, tous les truands des années 30, qui n'étaient pas du tout idéologiques, et effectivement la collaboration effective, directe avec l'Allemagne. On a l'impression d'ailleurs que c'est moins idéologique, encore une fois, comme vous le dites, pour faire de l'argent. Dans le tome suivant, qui est l'étoile jaune de l'inspecteur Sadowski, qui évoque notamment en juillet 42 la rafle du Veldiv, on voit effectivement le visage non seulement atroce de l'occupant, mais aussi des Français qui participent à cette rafle du Veldiv. Et dans le même temps, et je trouve que c'est peut-être celui qui résume le mieux votre ambition romanesque, en même temps, on voit la résistance où il n'y a pas que des héros, où ils se trahissent entre eux, où ils se... Je crois qu'il n'y avait plus de piles, pardon. J'ai épuisé mon micro. J'espère que ce n'est pas votre cas encore. Donc on voit bien les deux visages, c'est-à-dire évidemment ce qu'on sait déjà, et puis cette résistance qui n'est pas blanc-bleu, si je puis dire, avec des brigades spéciales et puis des éliminations à l'intérieur, non seulement des communistes, mais même les autres. Donc c'est aussi ça votre ambition, c'est de montrer que la frontière entre le bien et le mal n'est pas si évidente que cela, dans ce type de période, bien sûr. Alors pour ce deuxième tome de la série, comme tout ça c'est chronologique et qu'on arrivait à l'été 42, je voulais bien sûr, enfin surtout par rapport à mon projet global qui était quand même parler de la Shoah française et du rôle de la police française dans ces arrestations et ces déportations, je savais que j'allais parler de la rafle du Veldiv. Mais en même temps, par rapport aux dates, je voulais mélanger. En fait, je voulais parler d'autres choses en même temps. Je voulais que mon policier quand même soit, même s'il va être amené à arrêter des gens pendant la rafle, je voulais qu'il soit en train de travailler quand même sur une enquête policière. Et j'étais assez... Donc au début, en fait, il arrête un jeune, parce que je voulais parler de ça aussi, des jeunes qui ont porté des étoiles jaunes de fantaisie, en fait, par solidarité avec les Juifs. Donc c'est des étudiants, des lycéens qui faisaient ça. Mais en regardant les dates, etc., à la même époque, il y avait un attentat contre les brigades spéciales qui a eu lieu, enfin il y a une valise piégée qui a explosé dans un bar où les policiers allaient souvent sur le boulevard du Palais, là, qui a changé de nom mais que le bar existe toujours. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que je voulais montrer un portrait de la résistance qui ne soit pas un portrait cliché. Et en travaillant sur cette fameuse explosion qui a eu lieu le 29 mai 1942, j'étais assez frappé du fait que c'était un attentat totalement foireux. Et moi, les attentats foireux, ça m'intéresse quand même plus, en un sens, que ceux qui ont réussi. Et dans le cas de cet attentat, un garçon de café a bougé la valise, ce qui a mis en marche le mécanisme, en fait. Et donc, ça lui a plus ou moins éclaté dans les mains. Dont environ une demi-heure avant le moment où les policiers des brigades spéciales devaient entrer consommer dans ce café-bar. Et donc les seules victimes ont été ce garçon de café. En plus c'est absolument horrible. Le type il avait 3 enfants et tout. Et puis il a été coupé en 2 par l'explosion. Et l'autre mort, c'est un policier français, mais qui était travaillé l'identité judiciaire, qui n'avait absolument rien à voir
avec les brigades spéciales. Et en plus, il s'appelait Wilfrid Owen, le nom m'intriguait. Et beaucoup plus tard, j'ai été contacté par sa famille. Et en fait, ce policier était noir. C'est-à-dire c'était un inspecteur guadeloupéen. Et sa famille m'a contacté parce qu'ils étaient très émus de savoir que je parlais de leur père et grand-père. Et donc cet attentat n'avait pas du tout visé sa cible. Et c'était très documenté en fait cet attentat aux archives de la préfecture de police. Donc j'avais envie d'en parler. Et en même temps, les historiens Jean-Marc Berlière et Franck Liègre ont écrit un livre sur les éliminations en fait au sein de la résistance communiste. Comme moi j'avais travaillé sur l'espionnage communiste et sur aussi l'action des staliniens pendant la guerre d'Espagne, tout ce côté, l'élimination des trotskistes, ouais, j'avais envie de parler de ce côté aussi de la maladie de l'espionnite et du soupçon qu'il y avait toujours dans les partis communistes de l'époque et qui évidemment avait continué pendant la guerre, pendant la résistance. Et donc j'ai en fait trouvé des moyens de romancier parce qu'on essaye de créer des liens en fait entre tout ça pour qu'il y ait un rapport en fait entre un fait divers d'une militante qu'on a trouvée morte d'une balle dans un cadavre nu trouvé en banlieue de Paris, exécuté d'une balle dans la tête, et cet attentat de la résistance communiste. Et puis à un moment donné va arriver la rafle du Veldiv, et là j'ai lu pratiquement tout ce qu'on pouvait trouver, surtout de récits en fait, parce que pour moi ce qui m'intéresse le plus c'est les récits, et je voulais montrer comment la population qui a été la principale cible en fait à la fois des rafles mais aussi de la déportation et des départs assez rapides de Drancy, parce qu'on pouvait aussi passer toute l'occupation à Drancy et survivre, c'était en fait la population étrangère. C'est-à-dire qu'il y avait un peu deux catégories de juifs, pour simplifier. Il y avait ce qu'on appelait les Israélites, qui étaient des juifs établis, enfin, c'est pas moi qui fais la distinction, mais disons que c'était comme ça qu'on disait à l'époque. Il y avait les Israélites, qui étaient des familles bien établies en France depuis longtemps. On le voit dans le film Monsieur Klein de Lozé, par exemple, le rôle d'Alain Delon. Klein, il est un juif d'Alsace. Enfin, il est même pas trop sûr, mais enfin, apparemment, son père a l'air de dire ouais, bon, mais enfin, ils sont là depuis 200 ans ou 300 ans. Dans l'Est de la France. Et puis, il y a les immigrés récents. Et là, bon, c'est vrai que mes romans ne sont pas des romans spécialement engagés, mais je voulais quand même dresser quelques parallèles entre le fait que l'État de Vichy est un État extrêmement xénophobe, et que les victimes immédiates en fait, du racisme anti-juif et des lois qui étaient évidemment à l'instigation des Allemands, ça a été la population juive immigrée. Et donc beaucoup de Polonais. Hein. Les Polonais juifs sont une très grande part. Et puis d'autres pays d'Europe de l'Est. Et tous ces juifs sont dans des quartiers extrêmement spécifiques. Et d'ailleurs, quand on voit les listes d'arrestations de juifs qui ont été dressées à la Libération, ça aussi, j'ai regardé, par rapport aux arrondissements, le nombre de gens partis et pas revenus, ça peut être 10 ou 12 dans le 16e, et puis des centaines et des centaines dans le 11e ou dans le 19e ou le 20e. Et donc je me suis intéressé à cette population, et je voulais à un moment donné que Sadorsky voit, parce que lui il arrête des gens dans les gares, etc., c'est son boulot. Mais je voulais que, et puis de toute façon ça lui déplaît pas parce qu'il est raciste, antisémite, tout ce qu'on voudra, mais je voulais qu'il soit confronté avec la réalité de ce que c'est qu'arrêter une famille juive. Donc je voulais montrer à la fois la rafle du Veldiv du côté après, quand il va visiter le Veldiv justement, mais je voulais montrer comment ça se passait, donc monter dans un immeuble un peu insalubre, frapper à la porte, défoncer la porte si on ne répond pas, et avoir à l'intérieur une mère terrorisée avec ses 3 enfants, et qui parle à peine, et des enfants qui parlent eux français, et la mère ne parle que le yiddish en fait, et les enfants qui sont scolarisés en France, et d'ailleurs qui sont français, ils n'auraient même pas dû être arrêtés, ils sont nés en France, et ils font la traduction en fait entre le yiddish et le français, ils expliquent à la mère ce que le policier est en train de dire.
Et donc, en plus, c'est une scène qui finit de manière absolument atroce. Mais ça, je voulais vraiment montrer ça à travers un roman. Et cette humanisation de Sadorsky, on la voit aussi dans le tome suivant qui s'appelle Et l'ange du péché, voilà. Sadorsky et l'ange du péché, qui traite beaucoup du marché noir que vous avez déjà évoqué, mais on voit aussi le personnage de Sadorsky, qui d'ailleurs est contraint, entre guillemets, de tuer pour protéger la petite Julie. Et là, on voit bien comment est-ce que vous êtes posé la question de vous dire, je suis en train quand même de dépeindre un salaud pur et dur, raciste, antisémite, qui a quelques scrupules mais pas beaucoup, et comme si, pour pas perdre les lecteurs et donner l'impression ou les dégoûter d'une certaine manière, vous lui construisez une sorte de carapace sentimentale, même s'il trompe sa femme, il fait des enfants, mais il y a un petit quelque chose, il me semble, de sentimental dans ce tome-là. Mon idée, au fur et à mesure que je me familiarisais avec le personnage de Sadorsky, et donc que je vivais un petit peu ses expériences à travers lui. En plus, quand on commence une série, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je n'avais pas un plan établi pour 6 tomes. Et par chance, j'ai eu l'idée que dans le premier chapitre, alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être de l'instinct ou le coup de bol du romancier, j'avais pas prévu que la petite Julie, puisqu'on parle de la petite Julie, habiterait dans l'immeuble. Simplement, je me suis dit, il se réveille, il va au boulot, il a pris le petit déjeuner avec sa femme, et comme c'est un flic, il va un petit peu regarder qui c'est qu'il y a dans le voisinage, écouter aux portes, etc. Et ce serait bien qu'il y ait une famille juive dans l'immeuble. Et là, je me suis dit, alors est-ce que c'est les parents, les enfants, etc. Et assez rapidement, je me suis dit qu'une mère et sa fille, ce serait pas mal, parce que le père aurait déjà été arrêté, par exemple. Et donc, une fille, quel âge aurait-elle, etc. Puis là, tout de suite, je me suis dit, on va mettre une petite dose de perversion quand même. Cette fille, elle est encore au lycée. Et Sadorsky va être un peu attiré par elle. Donc en fait, l'idée que je n'avais pas au départ, mais est arrivée quand même très très rapidement. Et pour répondre à votre question sur le sentimentalisme et la carapace de Sadorsky, je ne voulais pas décrire un type qui soit vraiment... je voulais ni un SS, ni un criminel idéologique, quelqu'un qui réfléchit même pas, qui agit comme un robot. Je ne voulais pas un type monstrueux, je ne voulais pas un serial killer non plus, parce que il y a déjà assez de morts comme ça sous l'occupation entre 40 et 44, c'est pas la peine de rajouter un serial killer. C'est quelqu'un qui, justement, est un flic normal. C'est-à-dire que c'est un type qui va faire des trucs dégueulasses, mais c'est aussi parce qu'il obéit à la consigne. Et puis, quelque part aussi, c'est un Français moyen, enfin, c'est un tout petit bourgeois. En plus, le véritable Louis Sadorsky est né en Afrique du Nord, en Tunisie. Donc ça, j'ai gardé ce détail parce que je trouvais ça très intéressant. Je trouvais que ça expliquait à la fois sa rancœur, sa méchanceté, parce qu'il a eu une carrière, quand on regarde la vraie carrière de Sadorsky, sa carrière avance très très lentement. Donc j'ai imaginé qu'en tant que Français d'Afrique du Nord, c'était quand même un Français de deuxième catégorie pour la hiérarchie parisienne, et que donc c'est un peu handicap pour lui. Et donc du coup, il est devenu un personnage un peu, entre guillemets, simnonien. Et à partir du moment où c'est un personnage un peu, pas force, bien qu'il a une femme qu'il aime, etc., il est heureux en amour chez lui, dans son foyer, mais en même temps, c'est un petit fonctionnaire frustré, aigri, détesté de ses collègues. Et donc, je me suis dit que si ce type-là, chez Simenon, un type comme ça, il va s'enfuir, en fait. C'est-à-dire comme dans La Fuite de Monsieur Monde, ou dans même la plupart des romans de Simenon, c'est l'histoire d'un homme qui, quelque part, veut échapper à ce qui lui arrive, va essayer de trouver une porte de sortie et s'enfuir à l'autre bout du monde. Mais là, je trouvais ça intéressant que ce type-là, il profite de l'occupation pour s'enfuir chez lui, en fait. C'est-à-dire qu'il va recréer, au lieu de quitter sa femme qu'il aime... et qui est enfermé à Drancy plus bientôt, tard, voilà, bientôt, mais ça c'est à la fin. Qu'il puisse vivre une véritable histoire d'amour, parce qu'il est amoureux de Julie, dans le même appartement, sans que sa femme s'en rende compte vraiment. Là, c'est un sujet, je trouvais. Et je trouvais ça intéressant également que cette situation, qu'il aime 2 femmes à la fois, et
et qu'ils réussissent à vivre en même temps en cachant l'une qui est quand même recherchée. Enfin, c'est comme Anne Frank. C'est comme si Anne Frank était cachée chez un flic et qu'en plus le flic lui faisait un enfant. Enfin bon, c'est assez pervers. Que cette situation-là soit finalement le fil conducteur qui va le faire l'amener de 1942 à 1944, que pendant 2 ou 3 ans, il va vivre une histoire cachée comme ça, au sein de l'évolution de la situation en France, de la guerre, et du fait qu'évidemment, de temps en temps, enfin, en fait, il va tuer, parce que je trouve, enfin, ce sont des polars, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, et la plupart des auteurs de romans noirs s'intéressent aussi aux motivations des gens. Pourquoi est-ce qu'on tue ? Ça peut être pour l'argent, évidemment, mais ça peut être pour des raisons purement socio-économiques. Mais dans le cas de ce type-là, je voulais qu'il tue pour diverses raisons, mais que chaque fois, on comprenne pourquoi. Par exemple, si lui, avec un collègue, ils vont tuer une fouine SS, un flic en civil SS qui menaçait de trouver Julie, c'est pour la protéger. Donc même on est même content. Là, c'est dans ce qu'il est sympa quand il tue le flic allemand. En revanche, il est jaloux parce que c'est un type, en plus c'est un Méditerranéen, c'est un sanguin et tout. Donc il ne peut pas supporter que Julie soit amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc elle est amoureuse d'un lycéen. Et quand il va le découvrir, il va commencer à gamberger pour éliminer ce rival. Donc ce type-là, il va le tuer d'une manière extrêmement rusée. Et puis il y a aussi une femme, une maîtresse chanteuse, qui menace en fait de dénoncer la juive. Donc elle, il va l'éliminer d'une manière absolument abominable. Mais comme c'est une vraie salope, on est content aussi à ce moment-là. Après, il y a la Gestapo Sadanski, on a un peu parlé, puisque c'est au cœur de l'affaire Manouchian. Et puis surtout, là, on va voir que sa motivation, c'est pas seulement de sauver sa peau lorsqu'il y a la libération de Paris en août 1944, dans l'inspecteur Sadanski libère Paris. Il y a toujours cette idée de sauver ou de protéger justement les femmes qu'il aime, qu'il a aimées, qu'il continue à aimer, en plus du fait de sauver sa vie, qui sauve souvent par la grâce du romancier. Vous le sortez quand même de situations particulièrement délicates, avec des Deus ex machina qui surgissent volontiers. J'ai intérêt à ce qu'ils survivent. Hein. Mais parfois, c'est par des méthodes très, très originales. Mais en tout cas, évidemment, il veut sauver sa peau. Et c'est là où vous osez cette chose incroyable qui est de le transformer de sa manière en résistant. Enfin, il essaie de se faire passer pour un résistant, mais quelque chose, j'imagine, qui est inspiré aussi de la réalité que vous avez découverte dans vos recherches, de tous ces faux résistants, ces résistants de la 25e heure, pareil, que Amorou évoquait d'ailleurs dans sa grande histoire des Français sous l'occupation. C'est quelque chose qui vous a frappé, ça, ce basculement de certains, notamment dans la police, évidemment, qui du jour au lendemain se sont octroyés un statut de policiers résistants alors qu'ils avaient été volontiers collaborateurs. Je suis parti un peu d'un truc que j'avais entendu, qui est vrai, c'est que beaucoup de résistants et beaucoup de juifs ont été absolument écœurés à la libération quand les policiers sont devenus soudain très populaires. Grâce à l'insurrection et la prise de la caserne de la Cité et au moment de l'insurrection de Paris. Avec le mouvement Honneur de la police, notamment. Voilà, donc il y a eu 3 mouvements. Donc évidemment, j'ai un petit peu investigué parce que il y a forcément quelque chose. Il y a à la fois des vrais résistants, mais il y a aussi quelque chose d'un peu bidon, surtout dans un de ces mouvements. Donc on essaie de voir qui c'est. Qui, pourquoi, comment est-ce qu'il est financé, qui est-ce qu'il y a derrière, etc. Mais bref, les juifs et résistants ont été écœurés de voir que il y a une plaque boulevard du Palais en honneur de la résistance de la police française. On leur a donné la Légion d'honneur à titre collectif. Ils portent encore la fourragère rouge lors des événements, etc. Et les gens étaient indignés. Enfin, ceux qui avaient souffert de cette police sous l'occupation, ils disaient quoi ? Mais attends, ces types-là, on a passé notre temps à raser les murs, à éviter d'être suivis par eux, etc. Ils ont arrêté nos copains, ils nous ont infiltrés. Quand on est arrêtés, ils nous torturaient, etc. Des tas de gens sont morts à cause des policiers français qui auraient pu fermer les yeux et qui, la plupart du temps, ne fermaient pas les yeux, justement. Et maintenant, on les décore, etc. Donc je voulais un petit peu, de même que j'ai voulu montrer sur la résistance communiste aussi les points négatifs qu'il pouvait y avoir aussi dans cette résistance, je voulais montrer, oui, la police française
française, qu'est-ce que c'est que ce grand retournement de veste de l'été 1944, comment ça se passe et tout. En plus, moi, j'aime bien un peu débusquer les choses qui sont derrière, tout ce qui n'est pas dans la légende officielle. Et là, effectivement, on trouvait énormément de choses. Et là, on rentre presque dans l'histoire du milieu. En fait, c'est extrêmement lié à l'histoire de la collaboration et des bandes, des Gestapo françaises, etc., des trafics sous l'occupation, et en particulier d'un personnage qui apparaît un peu en filigrane. On ne le voit pas vraiment, mais c'est Joanovici, qui était... En plus, c'est un ferrailleur roumain, un type qui parlait à peine le français. Il avait un accent incroyable, d'ailleurs. Et ce personnage rond, jovial, comique presque, d'une ruse absolument inouïe, a réussi à jouer en fait sur tous les tableaux en même temps. Et en même temps, et bien qu'il était ami avec la carlingue de la rue Lauriston, justement, eh bien, il les a quand même dénoncés, et il finançait en sous-main Honneur de la police, qui est donc un de ses mouvements. Et c'est lui qui faisait livrer par camion des armes à la caserne pour qu'elle continue à résister contre les Allemands, qui faisait fabriquer des brassards tricolores, qui livrait des tractions avant à la police française de l'insurrection, etc. Et donc oui. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'il y a ce personnage, vous avez utilisé peu de personnages réels, connus dans cette saga. Vraiment, c'est volontaire? Un petit peu. Alors, ça va peut-être m'arriver si j'en fais d'autres, mais disons que il y en a qui sont des personnages réels, mais qui ne sont pas très connus, mais que j'ai mis sous leur vrai nom. Par exemple, les dirigeants de la police française, j'ai toujours surtout les chefs des renseignements généraux. Le directeur général s'appelait Lucien Roté, son adjoint s'appelait André Baillet. Enfin, ils ont été fusillés tous les deux, d'ailleurs. Mais là, je les ai vraiment mis sous leur vrai nom, et donc j'essaie de trouver le plus possible dans leur dossier de phrases qu'ils avaient vraiment dites pour pouvoir les placer dans leur dialogue. Ça m'aidait pour les rendre assez vraisemblables. En plus, j'avais leurs photos, c'est-à-dire qu'il y a souvent dans les archives des photos des fonctionnaires en question, donc physiquement, je pouvais les décrire. Moi-même, ça m'aidait à les sentir aussi, à pouvoir visualiser la scène quand je la décrivais. Et puis pour certains, j'ai changé les noms légèrement. Par exemple, les flics autour de Sadorski, il y en a que je mets sous leur vrai nom, et d'autres où je change une lettre ou deux. Et puis oui, quelquefois, il y a quelqu'un de très connu, évidemment. Oui, mais c'est souvent une facilité, c'est un compliment que je voulais vous faire, parce que parfois c'est plus facile, effectivement, vous auriez pu faire des salons littéraires. Dans celui qui vient de sortir, vous évoquez Serge Liffard, mais on ne le voit pas, Serge Liffard, on voit sa maîtresse. Donc on voit bien que vous avez pris soin de ne pas aller vers cette facilité-là, qui est de mettre en scène des personnages connus pour un petit peu attirer le regard. En fait, quand je les mettais en scène, c'était pas gratuitement, mais c'est parce que, au fil de dossiers, même des archives, Serge Liffard, j'ai trouvé plein de trucs sur lui, un peu par hasard, aux archives de la préfecture de police, parce que je travaillais sur une autre affaire qui était liée à l'arrestation de Sadowski en Allemagne en 1942. Mais je voulais parler du cinéma français. Parce que, étant cinéphile et aimant beaucoup cette époque du cinéma, une époque d'ailleurs où Simenon avait vendu très cher les droits de Maigret, et où il y a eu beaucoup de Maigret tournés sous l'occupation, je voulais parler de la Continentale et de cette firme allemande. Et donc pour ça, j'ai créé une famille fictive, en fait la famille Perret, dont j'ai imaginé que le père serait un des directeurs de production de la Continentale. Donc j'ai beaucoup lu sur la Continentale, il y a des livres en fait, et puis il y a une histoire monumentale par René Château du cinéma français sous l'occupation, avec des photos, des affiches, une chronologie, enfin il y a des sources absolument fascinantes. Et donc je voulais que Sadorski rentre un petit peu, en tant que flic, en fait, débarque dans le salon de ces gens-là, et qu'on finisse par faire connaissance avec toute cette famille qui est assez emblématique justement de la collaboration. Parce que le père collabore dans le sens où il travaille à des coproductions franco-allemandes. La mère, c'est une grande bourgeoise du 16e, comme les habits de ma mère quand j'étais enfant. J'avais aucun mal à décrire leur immeuble, la manière de parler, etc. Et puis je voulais qu'ils aient des enfants, donc un garçon, une fille, c'est un peu une sorte de famille parfaite. Et que évidemment, les enfants, comme toujours, c'est les jeunes qui sont les gauchistes, ou qui sont les gaullistes à l'époque. Et donc je voulais absolument que ces enfants veuillent, mais ils ne peuvent pas. En fait, ils ne savent pas très bien comment rentrer dans la résistance, parce que les bureaux de recrutement de la résistance, ils n'avaient pas pignon sur rue. Et c'est assez dangereux, et on peut d'ailleurs, comme l'aîné, comme tous les deux d'ailleurs, en fait, ils vont tomber dans le piège, c'est-à-dire de tomber dans des faux réseaux de résistance.
Enfin bref, et donc comme ces gens vont forcément fréquenter des acteurs et des actrices de cinéma, j'essaie d'imaginer un petit peu la vie mondaine qu'ils pouvaient avoir. Et donc j'ai une scène où Sadorsky est invité, il y a une partie de bridge qui est en train de se terminer, et il y a Mireille Balin qui était la grande star de la fin des années 30 et dont la carrière a été brisée à la fois par la drogue d'une part, donc ça n'a rien à voir avec la collaboration, et puis le fait qu'elle s'affichait avec un officier allemand. Mais comme c'est une actrice qui n'est pas si connue que ça, je préférais parler d'elle que d'Arletty, par exemple. D'abord, il y a un Ou Ginette Leclerc. Oui, ou Ginette Leclerc, qui est intéressante aussi. Mais Mireille Balin me fascinait, comme elle a fasciné beaucoup de gens. Et donc, j'ai visionné beaucoup de ses films, les photos, etc. Enfin, je voulais vraiment la décrire, tel le maquillage, la robe qu'elle aurait pu porter ce jour-là, les marques de la drogue déjà sur son visage, l'opinion que les journalistes ont d'elle parce qu'elle n'arrive plus à mémoriser ses textes à cause de la drogue, etc. Et puis j'ai su par hasard qu'elle est très très forte pour tirer les cartes, hein, pour lire l'avenir aux gens. Et donc ça me donnait un truc de romancier. Donc à un moment donné, la lycéenne va lui demander de tirer les cartes. Et Mireille Balin va voir un truc pas très joyeux dans les cartes. Et elle va arrêter brusquement... Non, les lignes de la main, pardon. Elle va arrêter de lui lire les lignes de la main parce qu'elle a vu quelque chose. Et donc là, c'est un moyen pour moi toujours de prendre quelque chose qui existe vraiment dans la réalité, mais de l'utiliser dans la fiction. Je précise que si vous décrivez très bien la bourgeoisie du 16e arrondissement, vous décrivez aussi parfaitement, je trouve, le petit peuple et notamment les concierges. Il y a beaucoup de concierges dans vos livres parce que ce sont des gens précieux qui aussi surveillent, qui sont des indicateurs. Et ça, je trouve ça formidable dans vos romans, c'est d'avoir cette faculté à passer d'un milieu à l'autre et à le décrire parfaitement sans donner l'impression d'être un entomologiste qui découvre une nouvelle famille de papillons. Dans le dernier donc, qui vient de sortir, j'étais le collabo Sadorsky. Vous plongez justement dans ces lendemains de la libération qui s'appelle l'épuration, qui est un moment vraiment très chaotique, parce qu'effectivement beaucoup d'anciens collabos comme Sadorsky deviennent du jour au lendemain résistants, se glissant dans des costumes, mais qu'on finit par découvrir. Et surtout, vous abordez ces règlements de compte internes à la résistance, et notamment au sein du Parti communiste, dont certains envisagent évidemment de prendre le pouvoir en France. Et vous nous faites découvrir un endroit absolument épouvantable, très très peu connu, qui est l'Institut dentaire de l'avenue de Choisy, où Sadorsky se retrouve. C'est un gros morceau J'étais le collabo Sadorsky. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet endroit très peu connu, mais où il s'est passé des choses absolument incroyables en septembre 1944? L'endroit existe toujours. Quand vous allez à Place d'Italie, si vous descendez l'avenue de Choisy, tout de suite à gauche, vous avez le square de Choisy, donc en fait un grand jardin. Et à la tête de ce jardin, sur la gauche, il y a un grand bâtiment très années 30, très très moderne pour l'époque, en briques rouges, de cette architecture caractéristique. Et c'est toujours d'ailleurs un dispensaire où on soigne les dents. Voilà. Et donc c'était une fondation George Eastman, donc c'est Kodak, hein, donc c'est la philanthropie américaine au service des gens, et donc un dispensaire où on soignait pratiquement gratuit les pauvres pour leurs problèmes de dents avant l'occupation. Et les Allemands ont réquisitionné ça. C'était un des centres médicaux réquisitionnés par l'armée allemande. Donc tout soldat allemand qui avait un problème de dents sous l'occupation, il allait là. Et quand les Allemands ont quitté Paris lors de leur débâcle à eux, donc en août 1944, les FTP arrivent et tout de suite ils ont un problème en fait d'arrestation. Même avant que Paris soit libéré, il y a tout de suite des groupes communistes de FTP qui arrêtent des gens. Sacha Guitry, par exemple, a été arrêté dans les tout premiers jours de l'insurrection parisienne. Donc ils arrêtent des gens et massivement sur dénonciation ou parce que tel membre du PPF qui cherchait, etc. Et donc où est-ce qu'on les met tous ces gens-là ?
Et puis aussi, on va les interroger, parce qu'il y a toujours ce côté aussi communiste, interrogatoire. En fait, ça ressemble, je ne veux pas faire de la politique à dessous, mais quand l'armée russe en Ukraine occupe une ville, etc., ils vont forcément des centres d'interrogatoire, etc. Donc là, les FTP font ça, et donc il y a plusieurs villas et usines qui sont des centres d'interrogatoire, et puis comme ça rigolait pas du tout à l'époque, donc ce sont des centres d'exécution aussi, évidemment, de torture et d'exécution. Et donc à un moment donné, ils cherchaient, et puis ils ont dit, tiens, c'est tout près du PC du colonel Fabien, qui était à l'école, qui était une école de musique juste à côté. Et donc, on occupe ce truc-là, c'est génial, c'est grand et tout, on s'installe, et c'est devenu un des foyers communistes de l'insurrection. Donc, beaucoup de gens qui avaient été préalablement arrêtés à d'autres endroits étaient finalement amenés à l'Institut dentaire. Et là, il y avait un truc, donc j'ai trouvé ça d'abord dans un livre qui s'appelle Ainsi finissent les salauds, donc toujours Jean-Marc Berlière et Franck Liègre. Voilà. Il y a d'ailleurs aussi un historien, je ne sais pas s'il est là, Olivier Pigoreau, qui m'a servi, qui m'a également été très utile, parce qu'il a parlé d'un officier allemand, le lieutenant Nosek, qui est aussi un personnage un personnage à la fois qui est réel, mais qui est très, très intéressant pour la fiction. Enfin bref, Jean-Marc Berlière et Franck Liègre, spécialistes donc de l'histoire de la police et de l'histoire de la résistance communiste, ont fait ce livre qui est vraiment fascinant, et j'avais jamais entendu parler de ce centre. Et il y avait, non seulement il y avait ce livre, mais il y a aussi un des détenus, René Château, donc qui était, c'est pas celui du cinéma, c'est un autre René Château, c'est un député radical socialiste, mais qui faisait partie de ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, donc il était noté quand même comme collabo, même si c'est un peu éloigné de la droite collaborationniste. Enfin bref, il est parti des gens arrêtés. Et il a eu la chance d'être libéré alors qu'il aurait très très bien pu y passer. Et il a écrit sous pseudonyme un récit extrêmement détaillé de sa détention. Donc pour un romancier, c'est formidable, parce que j'avais énormément de choses que j'ai complétées par des visites aux archives de la préfecture de police, parce que comme il y a des gens qui sont morts dans cette histoire, qui ont été en fait transférés la nuit, soi-disant pour être emmenés à Fresnes, mais en fait on les a emmenés au bord de la Seine, soit à l'ouest parisien, soit à l'est. Et un des endroits où il y avait le plus de ces exécutions, c'était la passerelle de Lavre, près du pont de Saint-Cloud. En plus, c'est un endroit que je connais un peu. Donc, c'est près de l'hippodrome de Longchamp, le pont de Suresnes, tout ça. Et donc, en fait, on s'arrêtait pour prendre des pavés sur des chantiers. Et on avait amené des cordes qui étaient de la corde à rideau qui venait de l'Institut dentaire. Et donc on faisait descendre les prisonniers des tractions, on les tuait d'une balle dans la nuque, et après on attachait avec la corde à rideau, on attachait le pavé autour du cou, et on balançait le cadavre dans la Seine. Mais manque de peau, parce que ce n'étaient pas des assassins professionnels, les cadavres étaient visibles en fait, parce qu'il faisait très très beau ces jours-là, et donc la Seine était presque transparente. Donc on voyait les cadavres, et puis certains aussi remontaient à cause, ça c'était dans l'Est, quand une péniche passe et puis les remous font remonter le cadavre, etc. Donc dans pratiquement tous les commissariats de banlieue parisienne où la Seine passait avaient des cadavres trouvés et comme c'était l'époque où il n'y avait pas les recoupements tac-tac, Internet, similitude dans le processus, voilà, donc pas de rapport entre eux, mais évidemment, 70 ans après, un historien peut évidemment confondre, et même avant, il y a eu un procès, en fait, dans les années 50, on a arrêté certains des résistants de l'école dentaire, mais il a fallu beaucoup de temps. Mais donc, une des spécificités de cet institut, c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu-là, parce que j'aurais pu prendre d'autres lieux, c'est parce que il y avait une salle de conférence, comme ici, mais sauf que c'était en pente et puis plus grand, et également une salle de projection. Mais dans la salle de conférence, il y avait à peu près 130 places par là, et on a mis tous les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et tout le monde devait être assis et n'avait pas le droit de bouger ni de parler. Et on devait tous regarder l'écran.
Enfin, il y avait un écran et en dessous, il y avait des tableaux noirs pour les conférences, évidemment. Et il y avait un poème que les prisonniers ont noté, d'ailleurs, qui est absolument incroyable. Un poème très, très naïf, promettant évidemment le pire sort possible à vous, les collabos qui êtes là, etc., etc. Et dans ces gens, il y avait un peu de tout. Il y avait des membres d'une des Gestapo françaises. Il y avait des enrichis du marché noir. Il y avait une pauvre concierge. Il y avait des filles dont le fiancé ou dont le frère était milicien. Enfin bref. Des gens arrêtés pour tout et n'importe quoi, et qu'ils ont fini par séparer entre les mous et les durs. Donc les durs, c'est ceux dont le cas était grave, et les mous, c'est ceux qu'on allait relâcher. Sauf que finalement, quand on regarde les gens qui ont été retrouvés morts dans la Seine, certains des mous qui devaient être relâchés ont également été exécutés d'une balle dans la nuque. Donc l'arbitraire le plus total régnait, et je voulais le montrer parce que je voulais montrer... Non pas pour dire finalement les résistants c'est des salauds et bon, je ne fais pas un procès ni à la résistance ni à personne, mais je voulais montrer que dans une période où le pouvoir change brutalement de main et qu'il y a une période de latence en fait qui a duré 2-3 mois à peu près, où la police, les forces de fameux ordres publics n'ont pas repris le contrôle. La police gaulliste, puisque c'était quand même les gaullistes plutôt qui essaient de faire revenir un ordre à peu près normal, eh bien tout peut arriver. L'arbitraire règne, et je voulais lancer mon personnage là-dedans, et puis comme il faut quand même qu'il y ait une sorte de quelque chose de romanesque dans un roman, mon idée c'est que son obsession c'est de retrouver sa femme, parce que sa femme a eu les cheveux tondus, elle a été enfermée au dépôt, puis à Drancy, puis au Veldiv, puis à Drancy, puisque comme Sacha Guitry le fait remarquer d'ailleurs, ce qu'on a fait aux Juifs, eh bien, le même itinéraire on l'impose aux collabos ou soi-disant. Et donc ça me permettait aussi de voir quel avait été le traitement infligé aux femmes. Par exemple, on parle beaucoup justement à l'époque de MeToo, etc. Eh bien, les viols étaient extrêmement courants et très très souvent perpétrés par des résistants ou des faux résistants, parce qu'il y a plein de gens qui mettaient un brassard, on leur avait donné une mitraillette chargée et ils savaient qu'ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, monter dans les immeubles. Ce que va faire d'ailleurs Sadorski dans votre livre, une fois qu'il échappe à ce que vous avez décrit tout à l'heure. Lui-même se déguise, et puis se déguise plusieurs fois. Voilà, il a besoin d'argent, donc il se dit pourquoi pas profiter de ce chaos pour lui-même se faire. Alors qu'il est lui-même traqué, il se déguise, se fait passer pour un faux résistant. Oui, c'est le meilleur moyen. Il veut faire chanter les anciens collabos qu'il connaît évidemment, puisqu'il a des dossiers. Une ou deux dernières questions avant de nous quitter. Est-ce qu'il y a des scènes ou des moments que vous êtes refusés d'écrire? Est-ce que vous êtes arrêté à un moment donné en disant c'est trop violent, c'est trop barbare, c'est trop incorrect, c'est trop exagéré? Alors d'habitude, je n'ai absolument pas de tabou, mais il y a eu un cas, en fait, c'est vraiment la seule fois que je l'ai fait, parce que je m'étais intéressé justement à la police. Qu'est-ce que faisait quels étaient les différents services de la police française qui se sont comportés de la manière la plus odieuse avec les juifs arrêtés? Et donc évidemment les brigades spéciales, il y a la brigade aussi anti-juive de Sadorski, mais il y avait les flics du commissariat aux questions juives. Et ces types-là, ils participaient à la fouille à Drancy, la fouille des déportés qui allaient partir sur les trains. Et donc ils arrivaient avec des valises vides et ils repartaient avec des valises pleines. Parce qu'ils savaient que souvent les gens qui sont arrêtés, les juifs ont plus la réputation qu'ont les juifs d'avoir de l'argent caché, etc. Souvent c'était vrai d'ailleurs. Et que donc forcément au moment de la dernière fouille, on va encore trouver des choses. Donc ils fouillaient les gens et évidemment ils repartaient avec des valises pleines et tout ça était revendu au marché noir. Donc ces policiers français ont fait des fortunes absolument gigantesques. Mais ces fouilles étaient également des fouilles, des fouilles le plus intimes possible, évidemment, quand ils fouillaient les femmes. Et donc moi j'avais comme mon point de vue, c'est pas de tabou, enfin au contraire, voilà. Donc j'avais décrit, en fait il y a une juive à un moment donné qui, je crois que c'est Sadorski lui-même qui enfonce le doigt dans son sexe pour voir si elle a caché quelque chose. Et donc j'avais pas décrit en détail, mais enfin en tout cas on savait qu'il l'avait fait.
Et voilà. Et puis au cours de route, je savais que cette femme était basée sur un cas réel d'une femme qui s'appelait Mirla Wasserhol et qui a été déportée parce que, une histoire très à la Simenon justement, elle avait confié de l'argent à ses voisins, 50 000 francs, elle avait passé en zone libre et quand la ligne de démarcation a été supprimée, qu'on a pu remonter à Paris si on le voulait, il suffisait de montrer une carte d'identité. Avec des faux papiers, elle est remontée à Paris parce que, je l'ai su plus tard, sa belle-mère, en fait, l'a poussée à aller chercher cet argent alors qu'elle n'en avait pas tellement besoin que ça. Et donc, peut-être parce que la belle-mère et belle-fille ne s'entendaient pas bien. Donc, quand elle a téléphoné, une fois arrivée à Paris, pour dire j'arrive, je viens chercher mon argent, le couple de Bougna, à qui elle avait confié cet argent, n'avait pas envie de le rendre. Et comme la femme qui avait un amant qui était copain avec un policier, ils ont décidé on va garder l'argent, on va le partager en 3, mais le flic va aller la dénoncer à la police anti-juive, ce qui a été fait. Et cette femme, on lui a tendu un guet-apens, donc j'ai voulu que Sadorski fasse partie des 2 flics qui arrêtent cette femme et que plus tard, il essaye en fait, se rendre compte qu'il a été manipulé. Et, parce qu'il est plus gentil avec les femmes qu'avec les hommes quand même, qu'il essaye, elle, de la faire sortir de Drancy. Et donc, comme il n'y arrive pas et que je montrais cette scène, par contre, j'avais eu accès à son fameux dossier. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Marc Berlière, dans son livre, avait mis juste les initiales du nom de famille, mais j'avais retrouvé en fait le dossier aux archives. Et donc, j'avais tout le dossier et je voyais qu'elle avait un fils de 7 ans qui était resté à Lyon dans la famille, etc. Et je me suis dit, maintenant que j'ai le vrai nom, après tout, peut-être que la famille, le fils, par exemple, il pourrait être encore vivant. Et donc j'ai cherché dans l'annuaire, et dans un vieil annuaire, je l'ai trouvé, je l'ai contacté. Donc j'ai rencontré la famille, en fait, de cette femme. Et j'ai rencontré son fils, donc Victor. Mais à cause, je savais qu'il allait forcément, comme je lui ai raconté, comme je l'ai contacté par rapport à cette histoire, et qu'en plus il m'a confié une photo de sa mère, etc., qui m'a raconté un peu comment lui, il avait vécu. D'ailleurs, il ne se souvenait même pas d'elle physiquement parce qu'il était trop jeune, mais toute sa vie avait été évidemment ruinée par l'absence d'une mère. Et donc je me suis dit, maintenant que je lui ai raconté pourquoi je le rencontre, ça va être très 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 dur pour lui s'il voit le personnage qui est sa mère, même si dans le roman j'ai changé le nom. Voilà, donc ce détail-là, je l'ai en fait lissé, gommé, etc. Pour essayer de diminuer le choc qu'il aurait en lisant le livre. Voilà. Mais c'est la seule raison pour laquelle je peux refuser d'écrire un truc. Et dernière question, quelle a été la réaction d'un historien ou d'un lecteur la plus marquante pour vous à tous vos romans depuis 6-7 ans que vous les écrivez? Est-ce qu'il y a une réaction particulière qui vous a frappé? Alors, il y a deux réactions que je pourrais citer. Il y en a une qui est plutôt désagréable. C'est un historien qui m'a fait un procès. Parce qu'il considérait que Sadowski, c'était sa propriété. Les universitaires sont souvent comme ça, ils considèrent que leur domaine de recherche est également... voilà, donc ils confondent un petit peu de droit d'auteur, enfin bref. Il a perdu, hein, oui, il a perdu, absolument, voilà. Et puis l'autre, c'est tout à fait en cherchant des réactions sur Babelio ou autre, enfin sur un site internet. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était, en parlant de l'étoile jaune de l'inspecteur Sadowski, que c'était la meilleure description qu'il avait jamais lue de la rafle du Veldiv. Et il ajoutait, je le sais, j'y étais. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Romain Slocombe. Et puis, je ne saurais trop vous conseiller d'abord de venir bavarder avec lui, ensuite de lire ses livres et qui va sûrement vous signer, et peut-être de partager le verre de l'amitié par là-bas, si j'ai bien compris. Il y a un cocktail. Hein.